uns, denn das wird nun entscheiden. Letztens im Frieden über Feld und der Bonne et heureuse année 1914. Les vœux que les souverains britanniques adressent à leur cousin germain le Kaiser allemand prolongent la béatitude des fêtes organisées à Berlin pour les 25 ans de son règne. Guillaume se présente en effet comme l'empereur de la paix, arbitre expérimenté des rivalités européennes et sage initiateur d'une ère d'optimisme et de prospérité générale. Ses accès d'agitation intempestive et l'arsenal de sa puissance s'effacent dans la bonne humeur d'un défilé paisible qu'il salue avec la bienveillance d'un patriarche veillant sur chacun avec l'affection qu'il porte au sien. Sa femme, Augusta Victoria, surnommée Donna, contribue à cette impression idyllique en incarnant sans aspérités excessives les vertus de la mère de famille allemande, cuisine, foyer et religion, tandis que 6 robustes garçons avec épouse et descendance, ainsi qu'une petite dernière Victoria Louise, attestent la vigueur Hohenzollern. De fait, Victoria Louise joue un rôle important dans la réclame pacifiste du Kaiser. Soutenue par sa mère, cette jeune femme intelligente et volontaire s'est mariée tout récemment à l'héritier de la couronne du Hanovre, que les Hohenzollern avaient annexé 50 ans plus tôt. Un crime royal qu'aucune cour n'avait pardonné jusqu'au caprice d'amour de la princesse. Et les jeunes époux prennent maintenant possession d'une partie ressuscitée du royaume rayé de la carte, cadeau de noces de l'empereur Guillaume, qui fait forte impression, en particulier chez la famille royale anglaise imbriquée dans la dynastie de Hanovre. On ne sait pas au fond ce que pense le joli gendre du marchandage auquel s'est livrée son infortunée famille pour le vendre à l'héritière des parvenus qui l'ont ruiné. En attendant de le faire savoir, il joue gentiment son rôle de gigolo royal et de pare-choc de la paix des rois. Sa bonne fortune ne fait pas que des heureux. Son beau-frère, le Kronprinz, héritier de l'Empire, éprouve une lancinante jalousie à son égard, qui le pousse à flirter dangereusement avec les belliqueux ultra-réactionnaires prussiens qui haïssent les vieilles dynasties royales allemandes et leurs parents anglais. Enfin, pour l'instant, c'est l'affection du Kaiser pour George V d'Angleterre qui commande. Guillaume détestait son père, le roi Édouard, qui contrait ses ambitions. Mais il n'éprouve que de nobles sentiments pour le fils qui se montre si attaché au bon esprit de famille et qu'il croit dominer. Quant à l'épouse de Georges, la reine Mary, elle est d'ascendance à demi allemande. Hissée par ses capacités au pinacle Windsor, elle ne peut qu'être flattée par l'accueil de Donna, parangon des qualités royales. Au fait, Guillaume s'illusionne gravement sur le compte d'un Georges, qui s'agrippe à l'héritage du roi Édouard qu'il adorait. Et bien qu'il ne parle pas français et s'étonne qu'on puisse vivre en République, il ne songe qu'à resserrer l'entente cordiale avec les vieux amis de son père. Mais Guillaume n'en a cure. La phase d'euphorie qu'il traverse lui souffle que l'Ouest étant bien arrimé, le temps est venu de faire une nouvelle tentative à l'Est auprès du tsar de Russie. Guillaume a cru longtemps qu'il lui suffisait d'apparaître pour que le souverain russe lui mange dans la main. Mais il a dû en rabattre de ses illusions au fur et à mesure que Nicolas prenait de l'assurance. Le Kaiser n'a jamais apporté que des ennuis au tsar, et maintenant Nicolas le méprise sans le montrer.
comme on badine en souriant avec un séducteur qui a violé des sentiments sincères. Tout de même, Guillaume sent bien qu'une fêlure profonde le sépare désormais de Nicolas qu'il tenait autrefois si serré. Et comme c'est un mauvais joueur qui ne reconnaît jamais ses torts, il la met sur le compte de ce qu'il juge être l'aveuglement du tsar et la folie de son épouse. En fait, les comédies diplomatiques et familiales du Kaiser ne changent rien au discrédit soupçonneux dont ses cousins frappent son insatiable soif de gloire et son adoration d'un militarisme prussien dont il affuble ses fils, sa cour et ses innombrables discours. Arrogant, théâtral, imprévisible, Guillaume traîne avec lui une réputation détestable, d'égocentrique, fauteur de troubles universels, d'autant plus dangereux qu'il est intelligent et peut se montrer charmeur. Et ce climat malsain rejaillit sur la perception inquiète que toute l'Europe a de l'Empire allemand. Or, si Guillaume est tellement imbu de la supériorité germanique et de ses traditions militaires, et s'il s'affiche pompeusement comme leur maître, il est en fait plutôt le prisonnier des forces qu'il fait lever tel un apprenti sorcier, et qui le flatte comme leur jouet sonore. Depuis les scandales de mœurs qui ont éclaboussé son entourage quelques années plus tôt, Guillaume ne pratique plus qu'une société de vieux aristocrates à familles nombreuses, peu suspects de troubles penchants artistiques. Et c'est avec les plus compromis de ses fils, sévèrement chapitrés, qu'il se livre au plaisir de la chasse, en compagnie de vénérables Barbon et de son chancelier de tout repos, le dévoué Bethmann Hollweg, bien ébloui de se retrouver en si noble assemblée. Roi de Prusse et empereur allemand, Guillaume se veut le héros wagnérien des forêts germaniques. Au fait, ce perpétuel inquiet qui souhaite en imposer au monde entier parce qu'il en a peur, et ce sentimental si enclin à s'apitoyer sur lui-même, aime surtout la chasse parce que c'est un univers protégé de courtisans admiratifs. Il peut s'y abandonner sans risque à toutes ces marottes intellectuelles. Méditation brouillonne sur la culture allemande, fascination haineuse de l'Angleterre que le règne de son défunt oncle Édouard a avivé, acrimonies diverses contre les démocrates, les Français, le péril jaune. Et il trouve dans le massacre d'animaux l'occasion de faire valoir l'énergie réelle qu'il a mise à triompher de son bras gauche infirme, ainsi qu'un puissant dérivatif à ses pulsions de violence. La chasse et ses tableaux sauvages pourraient suffire à le contenir s'il n'avait perdu au fil des années la prudence élémentaire de résister à l'opium des visions dont il s'intoxique. Et Bethmann Hollweg, qui le suit comme son ombre, observe cette dérive sournoise sans oser intervenir. Il est vrai qu'il n'est pas le seul en Allemagne à refuser d'admettre que le jeune Siegfried d'un bel empire tout neuf n'est plus qu'un vieillissant pervers qui se penche le regard vide sur un cadavre après l'autre. Or, le nationalisme exacerbé de l'empire militarisé, l'angoissante perception que le Kaiser a de ses propres faiblesses, se rejoignent désormais dans l'obsession d'être encerclé par le complot de toutes sortes d'ennemis imaginaires. En Russie, la famille impériale sort de l'isolement d'une vie privée dangereusement repliée sur elle-même pour célébrer le tricentenaire de la dynastie Romanov. Après de grandes cérémonies à Saint-Pétersbourg, un voyage sur la Volga l'a conduite à Kostroma, berceau de la dynastie. La ferveur populaire s'y déploie avec une force encore plus stupéfiante que dans la capitale.
Et la tsarine Alexandra s'en trouve confortée dans sa vision exaltée d'une Russie paysanne immuablement attachée aux Romanov. Comme nos ministres sont poltrons à toujours parler de révolution, il suffit que nous apparaissions pour que tous les cœurs se donnent à nous. De fait, malgré l'assassinat du Premier ministre Stolypine, l'Empire paraît à l'aube d'une ère de prospérité inconnue jusqu'alors. Cependant, la maladie du tsarévitch que l'on doit porter semble un symbole de la fragilité du rétablissement qui s'est opéré. Et si le mot d'hémophilie n'est jamais prononcé, on sait que l'enfant a failli mourir quelques mois plus tôt, tandis que de persistantes rumeurs évoquent l'influence de l'étrange prédicateur Raspoutine sur la tsarine qui le tient fanatiquement pour le protecteur de la santé d'Alexis. Le tsar Nicolas II règne depuis près de 20 ans. Il perçoit beaucoup mieux que son épouse comme la loyauté de Kostroma ne résume pas l'ensemble d'un empire, où des forces nouvelles aspirent à partager l'exercice du gouvernement. Mais cet homme bon, animé d'un amour passionné pour la Russie, demeure attaché au principe de son pouvoir absolu qu'il entend léguer intact à son fils. Influencé par son épouse, taraudé par la maladie d'Alexis, il considère les innovations politiques avec une méfiance impatiente et persiste à s'appuyer sur l'empire des traditions qui lui manifeste un attachement si éclatant. Son patriotisme n'en est que plus aveugle et il est enclin à vouloir réaffirmer la grandeur de la Sainte Russie envers tous ceux qui menacent de l'affaiblir, ennemis de l'extérieur, libéraux ou révolutionnaires de l'intérieur. Père d'une famille profondément unie où l'on se témoigne une grande tendresse mutuelle, Nicolas était pris de paix. Mais il est sûr de son bon droit d'autocrate et se sent poursuivi par l'obscur sentiment d'une malchance personnelle qui l'amènerait à se sacrifier. N'est-il pas né le jour de Job, que la Bible décrit comme condamné au dénuement et au désespoir? L'étape tout aussi triomphale de Moscou ne dissipe pas l'ambiguïté des célébrations solennelles. Nicolas les vit comme l'affirmation renouvelée du lien unissant la Sainte Russie à son tsar autocrate, contre le malheur diffus et somme toute mystérieux pour lui, qui a failli tout emporter lors de l'année 1905. Et il insiste pour que le gouvernement, l'assemblée élue de la Douma, ne viennent pas s'interposer durant les cérémonies entre le peuple russe et lui-même. Son nouveau Premier ministre, l'honnête et dévoué Vladimir Kokodzev, ne manque pas de le prévenir. Le loyalisme populaire n'est plus la seule clé du pouvoir en Russie. À l'oublier, Nicolas se retrouverait dans la même situation qu'autrefois, lorsqu'il n'y avait plus que le régime impérial et les terroristes pour se faire face. Or, de son côté, la tsarine Alexandra est la moins à même d'entendre ces avertissements. La maladie du tsarévitch a eu raison de son fragile équilibre, tout comme elle veut ignorer la stupeur apitoyée de la foule quand passe le délicat petit fantôme. En fait, les Romanov sont épuisés par le fardeau des difficultés russes et le perpétuel tourment d'inquiétude qu'ils ressentent pour Alexis. Et ils se retranchent désormais le plus possible du monde réel, à Livadia en Crimée notamment. La grande villa qu'Alexandra a fait bâtir est un concentré idéal qui ravive la perpétuelle nostalgie d'un bonheur fragile. Pâques s'y déroule au soleil quand le reste de l'Empire grelotte encore. Et ce sont des petites filles bien mises et intimidées qui reçoivent de ses mains les œufs traditionnels. Tandis que Nicolas échange le baiser de la résurrection du Christ avec les fidèles soldats de la garde, et qu'Anna Virubova traverse avec des mines de vieilles filles attendries l'harmonie générale. Une Russie d'âmes simples et enfantines, où les grandes duchesses ont vaguement conscience de l'irréalité ambiante.
Mais c'est une famille où personne n'oserait troubler le charme qui unit les uns aux autres, et cela d'autant plus qu'on vit tout le temps sur le qui-vive avec Alexis, à qui le climat de Crimée apporte une amélioration. D'ailleurs, au cours du printemps de 1914, la tsarine se porte elle aussi beaucoup mieux, comme l'enfant recommence à marcher et réclame qu'elle soit belle et vaillante. Bientôt, le Standard vient rejoindre la famille pour quelques jours de croisière le long du rivage enchanteur de Crimée. Nicolas, qui ne cesse jamais de travailler, suit les affaires de l'Empire depuis sa cabine et on lit dans les regards, les attitudes, la joie de ce flottement tranquille et protégé au large des soucis et des peines. Au mois de juin, la guérison du tsarévitch paraît complète, sinon définitive. Et comme à chaque fois, ses parents sont submergés par un optimisme irrationnel. L'inquiétude est là, mais le soulagement d'avoir surmonté une crise terrible, l'espoir qu'elle ne se représentera plus, sont pour l'instant les plus forts. Ainsi, leur malheur se confond pour eux avec celui de la Russie. De grandes épreuves nous attendent, mais le plus dur est passé, parce que le Seigneur a entendu nos prières. Et de cela, ils ne peuvent parler à personne. Qui les comprendrait, hormis Raspoutine? La personnalité de l'héritier attise cette confusion. L'enfant, un rêve de charme et d'intelligence prématurément mûri par la maladie, pose constamment un défi à ses parents. Comment céderaient-ils sur ce qu'ils pensent être leur devoir quand ils montrent constamment tant de courage tranquille? Or, la Russie a retrouvé les signes de sa puissance et le tsar a placé à la tête des armées son oncle, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, soldat valeureux, respecté des militaires et de ces messieurs de la Douma. Il est aussi très apprécié des alliés français et de son homologue, le placide général Joffre. L'armée républicaine ne s'embarrasse pas de principes politiques lorsqu'il s'agit de défense nationale et elle a besoin du soutien de la Russie. Le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, qui vient pour les manœuvres en Champagne, est un homme sur qui on peut compter. C'est un trait constant du régime impérial. Nicolas l'autocrate a donné sa parole à la République française et Joffre lui-même est frappé par cette inébranlable loyauté. Et cependant, le froid des réalités persiste à poursuivre les Romanov, enveloppés de leurs illusions et persuadés d'avoir apprivoisé le grand hiver russe. Saint-Pétersbourg, dont ils vivent retranchés, épie constamment la vie scandaleuse de Raspoutine, depuis que l'insaisissable homme de Dieu est redevenu l'ami tout-puissant de la tsarine. Et il n'y a bien que cette innocente Dana Viroubova, pour voir d'humbles pécheresses en ces femmes dépravées de tous les mondes qui se pressent constamment chez lui. Anna, sa messagère, la tsarine, sa protectrice, s'enfoncent dans leur aveuglement au fur et à mesure que sa puissance augmente et que sa réputation s'avilit. Et si la fable Kokodzev vient exposer la gravité de la situation au tsar, celui-ci couvre Raspoutine et finit par écarter son trop honnête Premier ministre. Maria Féodorovna, la mère de Nicolas, assiste impuissante au ravage de cet envoûtement et ses deux plus jeunes enfants, Olga et Michel, ne parviennent pas non plus à raisonner leur frère. Les deux inséparables de la famille Romanov, qui se souviennent si bien du temps de leur mère, sont effrayés de la solitude où s'enfonce le couple impérial. Mais Olga est la douceur même, et elle a choisi une fois pour toutes de comprendre la tsarine et les excès de son angoisse de mère. Elle méprise Raspoutine, tout en se demandant s'il n'est pas tout de même doté de dons extraordinaires pour la guérison d'Alexis. Quant à Michel, il a réussi à se faire pardonner son mariage avec une belle aventurière divorcée, et il est bien trop reconnaissant pour susciter à nouveau le courroux du tsar. Xenia, la sœur aînée, Sandro, l'ami de jeunesse, vivent avec leurs enfants à l'écart du couple impérial.
Ils ont donné la main de leur unique fille au prince Yusupov, dont la vie insouciante et légère est à l'opposé du mysticisme de la tsarine. Au fait, Irina est heureuse avec ce mari séduisant qui se montre d'autant plus tendre que ses penchants l'orientent vers des jeunes gens de son âge. Le grand-duc Dimitri, par exemple, neveu préféré du tsar et de la tsarine, qui cache autant ses liens avec Yusupov que la haine de tout le clan à l'égard de Raspoutine. De vieilles rancunes aggravent les rumeurs. Victoria Melita, l'attachante belle-sœur de la jeunesse en Hesse, est devenue après son divorce l'épouse très fêtée du grand-duc Cyril, l'oncle ambitieux de Nicolas. L'aristocratie de Saint-Pétersbourg en a fait la tsarine de la vie mondaine, et elle règle ses comptes avec le couple impérial, horrifié par cette vie amoureuse trop altière et trop libre qui la ramène sans cesse dans leur plus proche parenté. Quant à la grande-duchesse Élisabeth, repliée dans la retraite de son monastère de Moscou, elle est définitivement brouillée avec sa sœur Alexandra, depuis une conversation orageuse à propos de Raspoutine, où elle lui a finalement rappelé le sort de Marie-Antoinette. Et pourtant, Nicolas a le sentiment d'avoir la conscience pure. Sa vie privée est un modèle de qualité tranquille. Il n'aime rien tant que de jouer avec ses filles et Anna Virubova, qui est comme une autre enfant, dans une atmosphère de simplicité chaleureuse. Le tsar ne subit pas l'influence de Raspoutine, mais il ne croit pas à tout le mal que l'on répand sur lui. L'intrigue, l'avidité, la débauche sont totalement étrangères à son cœur demeuré juvénile et il défend instinctivement un pauvre moujik qui parle à Dieu comme il s'amuse en frère avec les jeunes officiers de sa garde. C'est sa grâce et ce sera sa tragédie. Et puis tout est si bien ordonné autour de lui. Dans l'enceinte du domaine protégé de Tsarskoye-Selo, la Sainte Russie défile au pas de parades impeccables en saluant le tsar et son héritier de ses hurrahs. L'autre Russie, celle de l'intelligentsia, des partis et de la Douma, dont le pouls bat de plus en plus fort. Il ne la voit pas beaucoup et ne la comprend guère, mais il l'accepte pour peu qu'elle reste fidèle au compromis tacite où il demeure le père incontesté de tous. Enfin, tant que durera la paix. En Autriche-Hongrie, la statue de François-Joseph est enfin prête pour son installation à Sarajevo. Victoire diplomatique obtenue contre les séparatistes serbes et leurs alliés russes, la récente annexion de la Bosnie demeure aux yeux des grandes puissances un rapt cynique perpétré par le vieil empereur. François-Joseph, pour sa part, n'y pense même plus. C'est un fait accompli devant lequel il passe sans s'arrêter en visitant l'exposition des réalisations de son empire. Il a essuyé bien assez d'épreuves en 65 ans de règne pour trouver naturel d'avoir reçu cette province oubliée comme le verrou de sécurité pour sa vieillesse et la récompense de sa patience. Son héritier, l'archiduc François-Ferdinand, ne partage pas cette bonne conscience, tandis qu'il fait visiter la même exposition au roi et à la reine de Bavière. Il est vrai qu'il conteste tout en même temps une politique impériale qui humilie Sophie de Hohenberg, son épouse morganatique, et croit mettre un point final aux surenchères slaves ayant recours à la force brutale. Il y voit plutôt les aveux de faiblesse et de mesquinerie du léthargique entourage de François-Joseph. Cela fait longtemps que François-Ferdinand exprime ses opinions sur un ton de colère abrupte qui exaspère son oncle, et il demeure un incompris dont l'ambition profite de la frivolité ambiante et dont la rancœur s'échauffe à chaque fois que Sophie doit faire la révérence à ceux dont elle ne sera jamais l'égale.
Cet héritier peu avenant et son épouse mûrissante protègent une union très heureuse au château de Konopice en Bohême. Sophie est aimable pour deux, main de fer dans un gant de velours. Et François-Ferdinand s'humanise auprès d'elle et des enfants qu'elle lui a donnés. Bien plus beau et sain que tous ces dégénérés d'archiducs, ne peut-il s'empêcher d'aboyer. François-Ferdinand ne cesse de réfléchir aux maux de l'Empire, et il martèle à son neveu, le timide archiduc Charles qui lui succédera plus tard, la nécessité d'effectuer des réformes en profondeur. Comme il le met en garde contre les illusions d'un haut commandement militaire, pourtant formé de gens à lui, le terne archiduc Frédéric et le bouillant général von Hötzendorf, qu'il tient l'un et l'autre d'une main d'autant plus ferme qu'il les sent prêts à toutes les aventures. François-Ferdinand a réorganisé l'armée, mais il sait qu'elle souffre de la même languissante incurie qu'il déplore dans tout l'Empire et dont un inquiétant fait divers lui a révélé l'ampleur. Le colonel Redel, chef du contre-espionnage, vient d'étouffer par son suicide la découverte d'un complot où se mêlent trahison, affaires de mœurs et chantage. François-Joseph traite mal son héritier et le tient écarté de son intimité. Et François-Ferdinand, qui aime son oncle, en souffre cruellement. Que de fois Sophie a senti qu'il voudrait lui aussi partager les promenades aux environs de Badischl. Mais imagine-t-on ce gros homme devisant affablement en costume tyrolien avec les vieillards qui tiennent compagnie au vénérable empereur? Dans l'égoïsme du grand âge que conforte une popularité bon enfant, François-Joseph est sûr de son expérience. Il soigne un empire aussi fatigué que lui à toute petite dose, tandis que François-Ferdinand préconise des remèdes de cheval, briser l'arrogance des Hongrois, faire toute leur place aux Slaves. François-Joseph a une vieille amie depuis 30 ans, Catherine Schratt, qui a renoncé à sa carrière de comédienne pour lui préparer son chocolat. François-Ferdinand a épousé une femme trop intelligente, dont il enrage de ne pouvoir faire une impératrice. L'héritier en second, l'archiduc Charles, marié avec la belle et volontaire Zita de Bourbon-Parme, voilà ce qui comble les vœux du vieil empereur. Ah, s'il pouvait lui succéder directement sans cet obstacle de François-Ferdinand. Au fait, Charles, qui est aussi sensible, ressent la gravité de cette mésentente et il sait que François-Ferdinand a raison au fond. Zita le réconforte, elle croit en l'avenir de la maison de Habsbourg. Mais l'annexion de la Bosnie a décidément réveillé trop de démons, les petits Lucifères des Balkans et le Méphisto tapageur de Berlin auquel s'accroche l'Autriche-Hongrie. Or, François-Ferdinand sait dîner avec le diable. Il manie bien l'empereur Guillaume et il n'a pas peur d'aller chercher la solution des problèmes jusqu'en enfer. À Sarajevo, par exemple. Il n'y a que Charles pour s'inquiéter un peu plus, et s'il lui arrivait malheur à ce mal-aimé qui veut nous sauver tous. À Constantinople, capitale d'un empire ottoman qui enserre la poudrière des Balkans comme le pétrole du golfe Persique, la mèche lente d'une déflagration générale continue à se consumer sournoisement. En apparence, tout est redevenu normal. Le vieux sultan Mehmed, calife de l'islam, accomplit pieusement les rites de l'Aïd el-Kébir et regagne ses gracieux palais avec tout l'apparat que lui a le triomphe de la révolution des jeunes Turcs qui ne réforment pas grand-chose. Mais au fait, une étincelle un peu plus vive a jailli très loin de là, allumée par l'Italie sur le rivage de Libye. Un défi pour l'armée ottomane que le trépidant général Enver considère comme son bien personnel. Il en possède d'ailleurs d'autres conformes à sa stratégie d'ambition, titres, palais, sultan et la dictature,
en abattant de ses mains, à coups de revolver, un ministre en plein conseil. Or, l'armée de Parade est battue par les Italiens qui gardent la Libye et les îles du Dodécanèse. Et Enver lave son humiliation dans le sang des sinistres expédients de toujours, en se retournant contre les chrétiens, arméniens et orthodoxes roumèles qui avaient cru en lui, raflés au petit malheur pour les potences de son échec. La défaite ottomane sonne le réveil des royaumes balkaniques qui veulent libérer leurs frères orthodoxes. Grecs, monténégrins, serbes et bulgares se lancent à l'assaut de la Turquie d'Europe et remportent la victoire. Mais comment partager le butin entre leurs appétits aiguisés? L'alliance des princes héritiers ne résiste pas aux prétentions du roi Ferdinand de Bulgarie, qui veut garder le plus gros morceau pour lui-même. Mis en déroute par ses anciens complices, Ferdinand finit par rendre gorge. Mais dans les Balkans dévastés, chacun se cherche des parrains parmi les grandes puissances pour jouer le troisième round. Les Grecs, dont le territoire a doublé, sont les plus raisonnables. Le roi Georges entre à Salonique dans l'enthousiasme d'avoir réalisé l'essentiel du rêve hellénique. Mais il n'a guère le temps d'en profiter, il se fait assassiner par un déséquilibré. C'est une énorme perte pour toute la région. Ce frère danois d'Alexandra d'Angleterre et de Maria Féodorovna, tranquille saumon du Nord frayant gaiement dans la friture hellène, en imposé aux volatiles passions balkaniques par ses brillantes parentés et son calme olympien. La place est nette maintenant pour un autre festin des rois. Nikita de Monténégro a de grands projets pour cette sorte de repère de brigands qu'est sa capitale de Sétigné. Maquignon madré d'une ribambelle de filles qu'il a réussi à placer jusqu'à la cour de Russie et sur le trône d'Italie, il dispose désormais d'un carnet d'adresses fort utile dont ses farouches soldats montagnards brûlent de se servir. Pierre Ier de Serbie, ardent francophile, se rapproche constamment de Saint-Pétersbourg et de Paris. La République n'est que trop contente de prodiguer à ce cher ami les dernières inventions de son industrie d'armement. Quant à Ferdinand de Bulgarie, il se console auprès du Kaiser. Le temps où Guillaume snobait celui qu'il n'appelait que la vipère des Balkans est bien révolu et il la laisse s'enrouler avec la tendresse d'un charmeur de serpents autour de son casque à pointe. De fait, cet autre éminent ami des Tekel est une superbe canaille d'aventurier royal. Prince mi-allemand, mi-français, s'étant emparé d'un geste vif de la couronne bulgare, il a construit un remarquable état moderne à partir d'un amas confus de baraques en torchis, abritant pour son réconfort un peuple de solides gaillards rapidement mis au parfum du bougre royal. Or, si Ferdinand endort avec son venin de serpent, égare avec ses ruses de renard, c'est avec la mémoire de ces chers éléphants qu'il rumine sa vengeance, à la satisfaction de François-Joseph qui se cherche un allié dans les Balkans, et peu importe la morale, pourvu qu'il ait de la trompe. Tout près de là, à Bucarest, entre en scène le très sage roi Carol de Roumanie. Hohenzollern, il préférerait abriter la région sous le manteau de Berlin et de Vienne. Mais réaliste, il sait bien que les peuples slaves ne souhaitent que la protection du tsar. Et dans la vieille rivalité entre l'Autriche et la Russie, il mesure combien Nicolas a su profiter de la mêlée générale au détriment de François-Joseph. Or, la guerre a fait naître un nouveau royaume, l'Albanie, où les Autrichiens ont placé à toute allure le prince allemand Guillaume de Wied, dont l'épouse s'ennuyait sur les champs de course. Les tout frais et enthousiastes souverains n'ont qu'une idée assez vague du peuple si valeureux qu'ils aiment déjà, au point de se dessiner de rutilants habits de cour, genre tournée de la veuve joyeuse à Tirana, mais ils découvrent rapidement que leurs chers Albanais se montrent singulièrement récalcitrants à profiter des bienfaits d'une couronne certes élégante, mais étrangère et déjà lâchée par tout le monde.
Claquemuré dans un meublé du port de Durazzo, assourdi d'un perpétuel charivari de menaces gutturales et de confuses pétarades, Guillaume de Wied ne tarde pas à se rembarquer avec son épouse et ses enfants terrorisés. À Vienne, on fait grise mine. L'Albanie du prince germanique devait servir à contenir les Slaves. Son échec et son piteux exil, où l'on devine la marque de la semelle serbe, sont une humiliation supplémentaire pour l'Autriche. Et Guillaume de Wied vient faire un barouf du diable auprès du comte Berchtold, le ministre des Affaires étrangères autrichien, qui déteste tous ces gredins balkaniques. Les Turcs, enfin, ont réussi à garder en Europe le gros orteil de Constantinople et de son arrière-pays. Et bien décidés à ne plus laisser découper la moindre rondelle de leur empire, ils confient la réorganisation de leur armée à des officiers allemands. Bref, tout est prêt pour passer à la générale, dans le grand théâtre de l'Europe, après les prometteuses répétitions de la kermesse balkanique. Et la paix de l'ancien monde titube comme le vieil empereur ottoman, sonné par la discordante révolte des peuples. À Vienne, l'annonce de l'assassinat de François Ferdinand et de Sophie à Sarajevo par de jeunes terroristes bosniaques manipulés par des Serbes résonne comme un coup de tonnerre qui rapporte en écho une compassion inattendue pour les victimes et un flot de critiques à l'égard de leurs humiliantes funérailles. Lorsque le jeune archiduc Charles rejoint François-Joseph à Schönbrunn, il est surpris par le tranquille stoïcisme avec lequel le vieil empereur surmonte ce coup du sort. Et les ardentes démonstrations de loyauté belliqueuse de la foule achèvent de le troubler. Seraient-ils tous au fond satisfaits d'être débarrassés de François Ferdinand ? De fait, le spectacle qu'offre Vienne est de plus en plus inquiétant. Cortèges et manifestations se succèdent en réclamant que l'on mette fin aux menées serbes. Et le jeune couple y voit clairement la main du comte Berchtold et de son âme damnée, le général Konrad von Utzendorf, l'un et l'autre libérés dans leur passion anti-serbe par la mort de François Ferdinand. Cela fait si longtemps que ces deux hommes attendent l'occasion pour faire basculer l'empereur dans le camp de la guerre. Et puis rien ne se passe en apparence. On se rassure au beau mois de juillet 14, où François-Joseph reprend le fil de ses vacances. Mais pourquoi éloigne-t-il son nouvel héritier vers une garnison lointaine ? Au lieu d'endormir l'Europe pour préparer tranquillement leur guerre, Berchtold et Konrad feraient mieux de se renseigner sur ce qui se passe en Russie, où l'opinion publique, sentant le danger qui pèse sur les Serbes, se livre à des manifestations de nationalisme panslave et se rassemble comme jamais autour de son tsar, avec un enthousiasme tel qu'il pourrait être tenté de s'y abandonner pour effacer les déconvenues de son règne si difficile. Lorsqu'éclate la nouvelle de l'ultimatum autrichien à la Serbie, se découvre le poteau rose du sommeil de juillet. Si les amis nationalistes du Kronprinz manifestent en faveur de l'Autriche, c'est parce que le chancelier Bethmann Hollweg a signé un chèque en blanc aux fauteurs de guerre de Vienne dès le début de l'été. Il a beau se défendre maintenant en affirmant qu'il ne pensait pas que les choses iraient aussi loin. Ce manque de clairvoyance anéantit toutes ses protestations pacifiques et accable son maître, l'empereur Guillaume, qui n'a cessé de l'inciter. Et justement, le Kaiser revient d'urgence de sa croisière d'inconscience en Norvège, où il fustille télégramme la pseudo-mollesse de son chancelier, en le pressant de soutenir Berchtold et Konrad, sans mesurer comme la tension qu'il a accumulée en Europe depuis des années peut exploser entre les mains des deux irresponsables de Vienne. Guillaume adore les crises internationales, où il se donne l'illusion de jouer le premier rôle, celui du défenseur de l'Allemagne encerclée.
qui sait convaincre les siens comme ses adversaires de sa volonté d'être l'empereur de la paix. Mais s'il plastronne encore pour la galerie, il est trop intelligent pour ne pas voir que la machine infernale est désormais lancée et qu'il aura le plus grand mal à l'éteindre, après avoir aidé ses complices de Vienne à l'allumer. Désormais, Guillaume est rendu à lui-même et il a peur, comme un pompier pyromane rattrapé par son brasier. Jules Cambon, l'ambassadeur de France à Berlin, qui le connaît si bien, lui montre comment on pourrait encore actionner les freins, mais aucun levier ne répond plus à la panique du Kaiser. Les Français ont réagi brutalement à l'annonce de l'ultimatum contre la Serbie. Peut-être se montreraient-ils plus circonspects s'ils savaient que leur gouvernement ne fait rien pour modérer les Russes et qu'il existe désormais un réel danger que l'honnête ambassadeur allemand, le baron de Schön, tente de conjurer en suppliant que tout le monde s'asseye autour d'une table de conférence. Mais non, Paris attend fiévreusement le retour de Saint-Pétersbourg du président Poincaré, qui assure que la mobilisation russe n'est que partielle, alors qu'il sait parfaitement que c'est un nouveau pas vers la guerre qui ne peut qu'enflammer les nationalistes allemands au moment où l'Autriche bombarde Belgrade. C'est à Londres que se trouve la dernière chance de la paix. Guillaume implore les pacifistes de faire pression sur son cher cousin Georges pour qu'il arrête le train fou de l'Europe. Il sonne à la mauvaise porte, les Anglais le méprisent et son cousin tombe le masque en avouant qu'il le déteste. Quant à Sir Edward Grey, ministre de Sa Majesté, il laisse croire aux Allemands que l'Angleterre restera neutre en assurant Russes et Français qu'elle se rangera à leur côté, même pas par machiavélisme, par insouciance, que tous ces continentaux se débrouillent entre eux. Guillaume ferait mieux d'observer l'attitude de Churchill, premier lord de l'amirauté, qui fait pousser les feux de la flotte britannique dont l'armada attend avec impatience de se venger des provocations navales de l'Allemagne. Churchill, que le Kaiser recevait à ses manœuvres et qui affiche une détermination dont l'avantage est de faire réfléchir. Mais Guillaume ne réfléchit plus, il tremble et se persuade que l'Angleterre ne bougera pas au moment précis où l'on se masse devant son ambassade à Londres. Si on pouvait au moins arrêter l'armée austro-hongroise. Mais les officiers sont comme le général von Hötzendorf. Ils assurent que la campagne en Serbie ne sera qu'une promenade militaire et qu'après Belgrade, il faudra pousser bien plus loin pour être enfin tranquille. Et François-Joseph laisse parler les armes. Il a espéré sans trop y croire que les Serbes accepteraient l'ultimatum. Et maintenant, il retrouve sans état d'âme son vieil orgueil Habsbourg. Or, il ne peut plus ignorer que le roi Pierre Ier s'échappe de Belgrade en appelant les Russes à son secours. Alors, dans Berlin en délire, Guillaume s'abandonne à cette guerre dont il ne voulait plus, avec la griserie d'être encore le premier, cette fois pour appuyer sur le bouton fatal, en proclamant « Je ne reconnais plus de parti, je ne vois qu'un seul peuple ». Au fond, comme c'est facile, et le Kronprinz parle d'aller bientôt souper chez Maxims. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Nicolas est à la fois celui qui redoute le plus clairement les conséquences incontrôlables de la guerre et se laisse le mieux manœuvrer par tous ceux qui la souhaitent. L'opinion publique le pousse à sauver les Serbes et la foule qui s'avance vers le palais d'hiver après avoir pillé des magasins allemands porte d'innombrables pancartes de soutien aux bombardés de Belgrade. Elle chante ses hymnes patriotiques avec l'armée russe qui réclame sa mobilisation à corps et à cri,
Sous prétexte des distances à parcourir, elle obtient la première parce que le tsar est hanté par le souvenir de la défaite de 1905. Nicolas est un autocrate, ligoté par ses serments. Défendre la grandeur de la Sainte-Russie, l'héritage de la dynastie, la parole donnée aux Français. Et voilà que se rejoignent un peuple qu'il n'a jamais appréhendé qu'à travers des songes, et cet espoir toujours rêvé et jamais atteint dont Alexandra l'entretient, celui d'être enfin à la hauteur de la gloire des Romanov. Avec de vieilles rancunes aussi contre Guillaume qui n'a jamais cessé de le rabaisser et de se jouer de lui. La Russie de l'idéal et celle des petits chagrins claquant au vent d'un même drapeau. Raspoutine lui écrit pourtant depuis son village « On vaincra l'Allemagne, mais la Russie. » Réfléchis, petit père, jamais on n'a vu plus grande martyre. Elle se noie dans le sang, grand est le danger, sans borne la tristesse. Les Français ont bien joué, eux qui souhaitaient aussi la guerre sans l'avouer. Et maintenant, ils récupèrent le cadavre de Jean Jaurès, assassiné par un illuminé qui arrange bien du monde. Jaurès voulait la paix. On ne parle plus que de guerre et d'union sacrée à ses funérailles, où Léon Jouot enterre un peu plus profond le disparu. Nous serons les soldats de la liberté, cet idéal nous donnera la possibilité de vaincre. De quoi se frotter les mains, à Paris comme à Saint-Pétersbourg. En quelques semaines, l'effroyable vérité s'impose. Cette guerre ne ressemblera à aucune autre. Personne ne rentrera chez soi pour Noël. Et peut-être que personne ne rentrera plus jamais. Des masses énormes sont mobilisées. Elles doivent bientôt s'enterrer en cherchant à se percer au prix de pertes inouïes, au centre, sur les côtés, par en dessus, dans l'air où les gaz répandent la mort. La guerre échappe aux officiers qui saignent leurs propres armées, le nez sur leurs cartes. Elle échappe aux politiques qui s'acharnent de peur d'avouer leurs torts. Elle échappe aux soldats pour qui la patrie est devenue vengeance. La mécanisation multiplie les pertes dans des proportions inouïes. Chars d'assaut sur des étendues de charniers. Sous-marins torpillant les flottes en glissant de plus en plus près des derniers neutres. La fin du cuirassé allemand Blücher s'avère presque une chance. De nombreux marins seront sauvés pour combien d'autres navires engloutis sans recours. Les dirigeables ne sont pas les croiseurs volants que l'on pensait. Ce sont les avions infiniment plus rapides qui apportent la mort. Avec cette idée épouvantable pour ceux qui en réchappent que la guerre, ici comme ailleurs, accélère les progrès techniques. Tandis que les destructions frappent ce qu'il reste de la croyance en la civilisation humaine. Il n'y aura plus de retour au monde ancien, et en attendant, on s'installe dans ce que la guerre procure. La vacance des règles d'autrefois, le jeu d'un désordre sans limite, le bonheur intense de chacun des instants où la menace universelle a trop à faire et oublie brièvement, ça et là, des poignées d'hommes. Pour le Kaiser, la guerre est une défaite immédiate. Il n'a aucune prise sur la conduite d'opérations qui n'ont plus rien à voir avec les manœuvres où on lui laissait l'illusion de commander. Le plan d'attaque allemand qui prévoyait de mettre la France hors de combat en un mois
s'est brisée sur la diversion russe et la volte-face de Joffre à la bataille de la Marne. Maréchal autoproclamé posant au champion des vertus militaires germaniques, il n'est plus que la mouche du coche du grand état-major où sa nullité stratégique est la fable de moins en moins discrète des officiers supérieurs. Il s'est installé à l'arrière sous prétexte d'avoir une vision d'ensemble et ne quitte le confort de son quartier général que pour de brèves visites au front où on l'occupe à de petites choses, remise de décorations, prétendues observations là où l'on s'est assuré que le front est calme. Et malgré ses airs de seigneur de la guerre, il a très bien conscience de l'évanouissement de son autorité. Depuis le viol de la neutralité belge, il ne parvient pas à chasser de son esprit le fantôme du roi Albert, qui le fait rouler dans ses cauchemars de mauvaise foi et d'apitoiement sur lui-même qu'il a toujours opposé aux réalités insupportables. Il essaye de donner le change en poussant son fils le Kronprinz vers des commandements décisifs, mais l'héritier est encore plus méprisé que lui. Ses seuls hauts faits sont de suborner les épouses des prisonniers français dans les territoires occupés. Et quand le général von Falkenhayn lui confie cyniquement la bataille de Verdun dans le but d'éclairer et de saigner à blanc les Français, il est aussi incapable de s'opposer à cette folie criminelle que d'y mettre fin au long de 300 jours de combat qui feront 700 000 morts de part et d'autre. Même ses frères et les autres princes allemands qui commandent des corps d'armée murmurent au Kaiser qu'il préférerait le savoir à ses boîtes de nuit de Berlin plutôt que de le voir parader dans cet enfer. Dohna, pour sa part, est plus consciente des véritables ravages de la guerre. Tout en croyant que l'Allemagne est la victime d'un complot international visant à la détruire comme le martèle jusqu'aux intellectuels, elle se dépense dans les œuvres aux blessés, ce dont la propagande se fait largement l'écho. Dohna est une femme simple qui s'est toujours cantonnée au rôle maternel que lui a signé Guillaume. Et le spectacle des tout jeunes gens qui prennent leur pactage pour monter au front lui serre le cœur. Elle tombe malade. Il y a quelque chose en elle qui se détraque, comme un soupçon, et de plus en plus. Mais elle cache la gravité de son état. Surtout ne pas inquiéter le Kaiser, qui se donne sans compter pour la patrie. Avant la guerre, Guillaume ne cessait de parcourir l'Europe. Maintenant, il tourne en rond dans son empire et rend effusivement visite à ce roi de Bavière qu'il traitait de petit bourgeois, juste bon à servir de gardien au poussiéreux musée de la famille Wittelsbach. De fait, la folie nationaliste du Kaiser s'exerce jusqu'à la résidence royale de Munich. Jadis intellectuel, modeste et lettré, le roi Louis III se découvre une tardive vocation de conquérant. Il réclame la Belgique, dont la reine Élisabeth est pourtant une de ses nièces. C'est tout l'honneur d'une très ancienne famille qui disparaît dans la tourmente. Le roi de Saxe, quant à lui, n'a jamais caché son aversion pour les aventures Hohenzollern. Mais la Saxe vit sous la menace constante d'une occupation prussienne et Frédéric Auguste ne peut abandonner ses soldats enrôlés de force. Les derniers vestiges d'autonomie se dissolvent dans le monolithisme militaire de l'Empire. Cependant, la guerre ne cesse de s'étendre. Guillaume peut jouer au seigneur suprême d'une grande coalition rejointe par les Turcs et les Bulgares. Si les Alliés ont décroché l'Italie, les empires centraux font de même avec Ferdinand, qui piaffe de saisir sa vengeance contre les Serbes et soudain les poignarde brutalement dans le dos.
Boris, le fils aîné de Ferdinand, ne partage pas la satisfaction de son père devant cette victoire sans noblesse. Il préfère les alliés au Kaiser et flaire déjà que toute cette aventure finira mal. D'ailleurs, on se méfie de Ferdinand jusque dans sa famille. Mais sa deuxième femme, princesse allemande, qu'il a épousée comme on prend une gouvernante, ses enfants n'osent pas affronter ses colères, ses ruses, ses mots cruels, et subissent en silence tout le poids de son écrasante personnalité. D'autant plus que la guerre a jeté dans les rues de Sofia une foule enthousiaste à l'idée de la grande Bulgarie reconstituée, un empire d'Orient où Ferdinand s'imagine déjà sacré à Sainte-Sophie dans les joyaux des basileuses de Byzance. Guillaume n'est évidemment pas en reste de vision superlative. Agrandissement des possessions en France, main basse sur ses colonies, pas question de rendre la Belgique, formation de petits royaumes à l'Est au détriment des Russes que l'on distribuera d'un coup de botte aux princes allemands qui se seront montrés les plus dociles. Les militaires laissent dire, le Kaiser leur est utile tant qu'ils rêvent de la victoire. Mais Guillaume est parfois rattrapé par le froid, la souffrance et la mort. Par-delà le nid de ses limousines et de ses couvertures en fourrure, et il sombre alors dans une prostration où ses songes deviennent cauchemars, habités par la terreur de devoir un jour rendre compte de ses forfaits à ses victimes. Flottant comme une épave, il trouve dans le général von Hindenburg le roc auquel a rimé l'illusion de sa grandeur impériale. Expression de la noblesse terrienne et militaire de Prusse orientale qui monte la garde aux avant-postes de l'océan slave depuis le temps des chevaliers teutoniques, Hindenburg a été arraché de sa retraite dans la panique du déferlement russe. Il s'est adjoint un officier qui ne lui ressemble pas, Erich Ludendorff, redoutable machine que le militarisme moderne a programmée pour la guerre totale. Guillaume se cramponne à eux comme à des infirmiers, mais au fait ce n'est pas vraiment Hindenburg qui dirige. Juncker de l'ancien monde, il appartient à un code d'honneur que la guerre a balayé. Non, le vrai patron qui s'affirme de plus en plus en pliant l'Allemagne entre ses mains d'acier, c'est le tank à figure de passe-muraille, Erich Ludendorff. Et tandis qu'un dictateur est maintenant aux commandes de la guerre germanique, les fictions se recouvrent. Guillaume se croit encore le Kaiser et l'Allemagne prend Hindenburg pour le sauveur du Vaterland. Guillaume, qui écrivait autrefois des lettres d'écolier sentimental au chancelier Bülow, couvre désormais Hindenburg avec la tendresse que l'on réserve à un fidèle bulldog. Hindenburg le rassure par sa solidité de burgrave, la déférence avec laquelle il écoute ses considérations générales, tout en évitant les matières méritant réflexion. Tout au plus insiste-t-il parfois pour que le Kaiser donne son aval aux décisions arrêtées par Ludendorff. Et Guillaume accepte tout, les gaz et les otages, les bombardements civils et l'assassinat de Miss Cavell, la guerre sous-marine et le torpillage des neutres. Franchement, un si obligeant empereur mérite bien qu'on lui retourne ses marques d'affection. Cependant, dépêché par son oncle François-Joseph, l'archiduc héritier Charles vient faire état auprès du Kaiser des griefs de l'allié austro-hongrois. Ludendorff méprise le commandement de Vienne et le traite de cadavre qu'il traîne comme un boulet. Charles laisse une curieuse impression à Guillaume, comme un soupçon de réveil de conscience. Le jeune archiduc ne se plaint pas seulement de l'attitude allemande, il parle de la nécessité de faire la paix, même au prix de l'Alsace-Lorraine, et il s'avance sur ces sujets tabous avec une certitude candide qui laisse stupéfait les généraux et trouble le Kaiser. De son côté, l'héritier Habsbourg est frappé par le comportement du prétendu seigneur de la guerre,
un homme qui a beaucoup vieilli et qui n'a finalement que son teckel Esmond pour lui manifester de l'amitié et monter la garde de sa solitude. Que l'empereur François-Joseph enfourche son cheval, et tous ces peuples, oubliant leurs querelles, le suivront comme un seul homme. L'ancienne prédiction de Bismarck s'est vérifiée, même si le vieil empereur ne suit que de loin les opérations militaires et s'il s'agit plus souvent de revers que de victoires. L'Empire Habsbourg tient. Ce bizarre assemblage de peuples que l'on disait vermoulu se bat, sans grande efficacité mais sans défaillance. Les Tchèques, les Polonais, les Croates restent dans leur écrasante majorité loyaux à l'égard de leur empereur. Encore faudrait-il que la confiance soit réciproque quand Ludendorff excite le pangermanisme des Autrichiens réactionnaires et le nationalisme des indépendantistes hongrois pour on ne sait quel rêve de grand Reich. Or, l'archiduc Charles n'a pas de prise sur cet héritage d'ambiguïté. L'entourage de l'empereur sait qu'il partage les opinions que professait François Ferdinand sur l'avenir de l'Empire, mais que son caractère loyal et conciliant l'empêche de les proclamer. On en profite pour l'éloigner de Vienne, en l'envoyant inspecter le front. Médiocre calcul dont l'héritier Habsbourg sort bouleversé par le spectacle de la guerre. Charles approche de très près les souffrances, la mort, la déshumanisation de tout ce qui faisait pour lui la valeur morale de l'empire multinational. Mais comment faire entendre sa voix ? Charles est un enfant de l'éducation Habsbourg. Il ne parle à son grand-oncle que lorsque celui-ci l'interroge, et il ne voit l'empereur que de loin en loin, en repassant par Vienne pour la naissance des enfants que Zita lui donne. De toute façon, le général Konrad von Hötzendorf se comporte comme un autre Ludendorff, modèle vieux valseur à moustache blanche. C'est au prix d'une dictature en gants gris perle qu'il parvient à colmater les immenses lignes courant de l'Italie jusqu'en Pologne, et François-Joseph ne peut se passer d'un homme aussi indispensable. Charles sait à quoi s'en tenir sur Conrad, qui abreuve le sol du sang de ses soldats comme ses fiancés deviennent de ses lettres d'amour. Vienne, justement, dont Zita lui décrit la misère grandissante et dont il retrouve le dénuement au long des garnisons de l'Empire où on l'envoie pour soutenir un moral en chute libre. Faim et froid des rues sans joie, enfants qui pourraient être les leurs errant dans les gares pour aller chercher un peu de bois à la campagne. Oui, Zita, seul allié de Charles, archiduc d'un monde qu'il croyait simple, attendant en silence un héritage qu'il découvre de tragédie. Tant d'années après Sissi, la jeunesse et les manières de Zita lui valent une très grande popularité. Elle apparaît comme le regret de l'innocence et la promesse de paix que ressentent les foules de la guerre. Ce jugement instinctif se confirme en la voyant maîtriser le métier royal avec un tel naturel que Charles s'appuie manifestement sur elle en absolue confiance. Le jeune couple ne laisse pas percevoir comme son entente s'est encore renforcée de la conscience aiguë du danger. Mais Zita, sourire juvénile d'intelligence aiguë et de volonté farouche, connaît encore mieux que Charles l'épuisement véritable de l'Empire, et elle a déjà dressé très précisément ses plans pour faire cette paix des peuples que les autres rois n'envisagent pas encore.
C'est alors que s'éteint François-Joseph, après 68 ans d'un règne dont on pressentait peut-être qu'il dût finir, mais dont on espérait qu'il ramènerait la paix avant de s'achever. L'Empire s'enfonce dans la guerre et ses peuples se sentent irrémédiablement abandonnés, comme dans un cauchemar du demi-sommeil, où tout va de plus en plus mal en laissant deviner que le réveil sera pire. Vienne hésite entre plusieurs douleurs, celle des grands troubles du siècle passé, où le si bel archiduc adolescent devint empereur, et qui la rassure comme une vieille histoire oubliée, et celle infiniment plus angoissante, où le cérémonial Habsbourg emporte maintenant sa dépouille de vieillard en collant à la fin d'automne de la monarchie. Et pourtant, les dernières semaines, François-Joseph voulait la paix. Le Kaiser Guillaume le sait très bien, et c'est surtout pour cela qu'il se précipite auprès de Charles. Foin de pieuses pensées, il faut bien lui expliquer que le vieil empereur qui affirmait « Nous avons fait notre devoir, encore 3 mois et nous déposerons les armes » n'avait plus toute sa tête, alors que la victoire n'a jamais été si proche. Quand même, les rues vides et hostiles de Vienne le glacent comme une condamnation et il repart sans même oser suivre les funérailles. Et tandis que le cortège s'ébranle vers la crypte des Capucins, où le cercueil ne pénétrera qu'après le 3e coup frappé, je suis Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, je ne le connais pas. Je suis l'empereur François-Joseph, roi d'ici, de là-bas, d'ailleurs encore, je ne le connais pas. Je suis un pauvre pécheur qui implore miséricorde, alors tu peux entrer. La foule ne considère déjà plus que le très jeune couple avec l'enfant Otto, à qui l'histoire confie ce que le présent s'acharne à défaire. Oh, il y a encore bien des princes parmi les alliés et les neutres pour donner le sentiment que l'Empire survit encore. Mais comme c'est étrange, on remarque seulement la présence de 2 des frères de l'impératrice Zita, Félix et René de Bourbon-Parme. Et on ne peut que se perdre en conjectures sur les raisons de l'absence des autres frères. Oui, où sont-ils donc, Sixte et Xavier, adolescents gracieux et charmants des jours heureux de la paix, soudain éloignés par la guerre, l'âge d'homme et tout ce que leur sœur protège en secret? Empereur d'Autriche, roi de Hongrie alors qu'il n'a pas 30 ans, Charles ne connaît que ce qu'il a pu voir. La misère dans les villes, la cohésion d'une armée qui résiste sur tous les fronts, mais qui est trop épuisée pour tenir encore longtemps. Ainsi que des ministres qui le prennent pour un enfant de cœur et se méfient de ses idées généreuses. L'inaltérable comte Tisza le presse de se faire couronner roi de Hongrie. C'est un piège et Charles va y tomber. Le très ambitieux comte Tchernine s'intéresse beaucoup à ses projets de paix. C'est une occasion pour le faire chanter, le trahir ensuite. Charles lui fait confiance, bien que Zita le mette en garde. Mais il y a tant de décisions à prendre. Il faut courir à Budapest, puisque, paraît-il, la couronne de Saint-Étienne ne peut plus attendre. Ainsi, au cœur d'une Europe à feu et à sang, la capitale hongroise est en fête pour sacrer son nouveau roi, Zita et le petit Otto. Ce déferlement de loyalisme n'est frivole qu'en apparence. Le comte Tisza redoute que la guerre n'entraîne les réformes que souhaite Charles. En le faisant couronner, il l'oblige à se lier par serment à la constitution hongroise qui maintient les privilèges magyars. Et Charles accepte ce que François Ferdinand aurait refusé parce qu'il a désespérément besoin des Hongrois. Tisza est si impatient qu'il sort le texte du serment de sa poche à l'envers, le met sous le nez de Charles comme pour être sûr qu'ils le liront bien ensemble, l'abandon de gré au cardinal Prima.
Tissa est d'ailleurs personnellement très dévoué à Charles. Il a laissé entendre qu'on pourrait discuter plus tard, mais en attendant, il lui faut le serment. Et il lance les hurrahs de la foule comme un père qui vient de marier sa fille au gendre idéal. L'enthousiasme de Tissa et des Hongrois est profondément sincère. Ils se battent aux frontières avec un admirable courage et ils expriment leurs valeureuses qualités avec une affection qui tranche sur la frivolité viennoise. Cette liesse romantique ne peut qu'émouvoir le jeune couple habituellement isolé dans les pressentiments les plus sombres. Mais alors qu'il lance à nouveau son serment aux 4 points cardinaux, Charles sait très bien que les Hongrois le pressent avec tant de ferveur pour un voyage sans retour, dans un passé où ils risquent de périr tous à la poursuite d'une grandeur qui s'évanouit. Ferdinand de Bulgarie, qui aime les cérémonies, ne cache pas sa méchante humeur. On ne sortira jamais de la guerre en se montrant si aveugle. Quant aux élégants officiers de la droite la plus réactionnaire, ils pensent déjà à quelqu'un d'autre au cas où la guerre tournerait mal. Cet homme à poigne d'amiral Horthy, par exemple, qui nourrit pour l'héritage Habsbourg la fidélité d'un vautour. Or, quelques mois plus tôt, le front s'est effondré sous la poussée russe et la situation ne s'est rétablie que parce que le général Broussilov a mis mystérieusement fin à son offensive. Charles sent qu'il frôle à chaque instant la catastrophe, mais il y a un fait nouveau qui l'inquiète encore plus. Ce n'est pas l'hiver qui retient l'ennemi, mais la volonté de ne plus se battre. Et la seule victoire qui s'annonce est celle de la révolution universelle. Depuis Vienne, où le glas pour les soldats morts n'en finit plus d'effacer l'écho des dernières valses, Charles et Zita activent le réseau européen des Bourbons-Parme, solidaire, silencieux et fidèle. En effet, si Xavier et Sixte n'étaient pas avec leurs frères aux funérailles de François-Joseph, c'est qu'ils se trouvaient dans l'autre camp, auprès d'Élisabeth de Belgique, et qu'ils viennent seulement de rejoindre clandestinement Vienne pour y recevoir les instructions de Charles et Zita. Ne cherchez pas à rattraper le gracieux prince Sixte de Bourbon-Parme dans l'embrasement de l'Europe. Il est déjà reparti avec les lettres où Charles propose aux dirigeants alliés une paix si généreuse qu'ils ne peuvent la refuser. Et il se joue maintenant, tel un chat du dernier espoir, des lignes, des armées et des polices pour se glisser chez Poincaré, Lloyd George et le roi d'Angleterre. Tout de même, l'aventure est très risquée. Et Charles est trop honnête pour ne pas tenter de fléchir aussi son associé allemand, le Kaiser. Or, Guillaume traverse une de ces phases d'abattement où il doute de la victoire. La guerre sous-marine est un échec, dont le seul résultat tangible est d'indigner les États-Unis. Le président Wilson se rapproche de plus en plus des Alliés et vient d'affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais comment arracher une décision au Kaiser dont le regard flotte sur des parades fantomatiques et qui répond aux objurgations de Charles en lui disant de s'adresser à Hindenburg ? Quand chacun sait que c'est Ludendorff qui décide, plus acharné que jamais à n'obtenir la paix que par la victoire, et quand tout le monde ignore que le comte Tchernin, ministre de Charles, a percé le secret Bourbon-Parme et s'apprête à le dévoiler au dictateur caché de l'Allemagne pour devenir à son tour le vrai maître de l'Autriche-Hongrie.